Bonjour, on va commencer. Ferme la porte. Donc déjà, bienvenue à DroidCon. Alors normalement, ma session était prévue en première partie. J'avais fait un truc de bienvenue. Mais bon, vous êtes quand même bienvenus, hein. Il n'y a pas de problème. J'espère qu'on va s'amuser pendant ces 2 jours. Alors je vais vous faire une présentation sur comment un hacker pourrait attaquer votre application, vous en tant que développeur, pour soit la partager, soit soit récupérer des informations qu'il pourrait y avoir dedans, donc des clés ou même du code. Donc je me présente, je m'appelle Sylvain Galland. Je travaille à Génie Mobile en tant qu'ingénieur R&D. Donc voilà. Alors j'ai une question. Est-ce qu'il y a des gens qui ne parlent pas anglais dans la salle? And is there any non-French speaker here? Just one? No? So donc je vais faire cette présentation en français, si ça ne dérange personne. De toute façon, c'est beaucoup de démos, donc vous pourrez facilement suivre. Donc on va commencer du côté obscur de la force. C'est-à-dire qu'on va se mettre dans la position d'un hacker et on va voir comment, avec les différents outils qui sont disponibles sur le Internet, on va pouvoir récupérer de l'information sur une application. Donc on commence directement. Alors, qui connaît AdBlock Plus? Donc cette application qui a récemment été virée du store, elle avait une particularité qui était assez sympathique, c'est qu'elle se mettait elle-même en tant que proxy HTTP pour le système. Ce qui est normalement pas normal. Une application ne devrait pas faire ça, et c'est même pas dans les API. Donc là, l'idée, c'est qu'on va essayer de voir si on peut aller retrouver dans l'APK le code qui permet de faire ça. Donc commençons directement la démo. Par contre, je ne vais pas pouvoir taper et tenir le micro. C'est toi. Quand je claque les doigts, tu m'apportes un verre d'eau, c'est ce qu'on sait. Très bien. Donc ceci est un terminal. On va en voir pas mal pendant cette session. Je suis désolé pour ceux qui sont assez réfractaires à ça. Je sais que dans les développeurs Android et Java, ce n'est pas forcément très commun. Donc là, j'ai branché mon téléphone sur mon PC. Donc normalement, je peux faire ADB, shell, ls. Voilà, très bien. Donc ADB shell, c'est une commande assez sympa. Est-ce que tout le monde voit quand je tape des choses ou pas? Même au fond, c'est bon? Donc on va faire un ADB shell, un petit truc qui s'appelle PM, qui est sympa, qui peut permettre de lister les packages. Voilà, ça c'est toutes les applications qui sont installées sur mon device. Alors il y a une autre petite fonctionnalité sympa, c'est 3. 3, ça va me permettre de juste avoir les applications tierces, c'est-à-dire pas celles qui ne sont pas installées de base. Et il y a un autre truc un peu plus sympa, c'est -f, qui va me donner, bon, c'est un peu moche, mais en fait le chemin vers l'APK, directement. Alors, on va voir que là, par exemple, on voit 2 sortes de chemins. On a les data app, et on a les MTASEC. Donc, les packages qui sont dans MNTASEC, qui sont sécurisés, ils ne sont pas lisibles. C'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir les récupérer. Je ne vais pas pouvoir récupérer Express Yourself. Ce n'est pas très grave. Mais je vais pouvoir récupérer tous les autres. C'est-à-dire que je vais pouvoir récupérer tous ceux qui sont dans data app, notamment... Pardon. Notamment AdBlock. Donc, si vous avez une application sur le store et que quelqu'un la télécharge, il peut assez facilement la récupérer et partager l'APK ensuite. Donc, je récupère l'APK. Il est ici, c'est très bien. Pardon? Je vais faire des clears pour que ça remonte. Ouais. Désolé. Donc, j'ai mon APK. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un APK?
Comme fichier, en fait, comme type de fichier. Exactement, c'est un zip. Donc, ben on va l'unzip, hein, pour voir ce qu'il y a dedans. Donc là, on a un dossier unzip. Donc on a plein de choses, on voit qu'il y a un manifeste. Alors on peut ouvrir le manifeste. C'est pas top, parce qu'Android transforme les XML en binaire pour que ce soit plus performant. Donc on ne va pas pouvoir les lire. Donc zip, c'est pas top, même si on peut retrouver quelques trucs, notamment dans les assets. Là, on va retrouver le fichier original qui est utilisé par Adblock. Donc on peut récupérer certaines des ressources. Mais ce n'est pas vraiment ce qu'on veut. Ce qu'on peut utiliser, par contre, c'est APK-Tool. Qui connaît APK-Tool? Ben, plus que ce que je pensais. Donc, qui a déjà utilisé APK-Tool? Donc, on est le côté obscur de la force, les gars. Très bien. Donc, on va dépackager cet APK. Ah, vous ne voyez pas l'écran à cause de ça? D'accord, attends. Tu peux être indépendant 2 secondes? Ouais. Bon, les gens, poussez-vous. Alors, je vais faire des clears un peu plus souvent. Donc là, en fait, ce qu'a fait APK-Tool, c'est qu'il a décompressé. En fait, APK-Tool, c'est un reverse engineering d'AAPT qui vous permet de packager vos applications et qui donc va faire le reverse engineering et notamment... La deuxième fois. Donc là, on a un peu plus de choses. On va pouvoir regarder le manifeste. Là, le manifeste est lisible. Donc déjà, il y a quelques informations qui ne vont pas forcément être intéressantes, mais on voit que les manifestes sont lisibles. Donc tous les fichiers de string sont lisibles. Donc là, vous pouvez aller modifier les ressources, repackager et avoir un nouvel APK en ayant modifié les ressources, donc les couleurs, ce que vous voulez. Un truc que j'ai vu récemment, c'est qu'on peut même modifier les ressources d'un APK et garder la signature. Ça marche juste sur les ressources, ça ne marchera pas sur le code. Et bon, ça peut être pas intéressant, mais il faut le savoir. Donc si vous aviez mis dans les ressources des clés ou des genres de choses, là c'est fini, on y a accès. On a un petit dossier sympa qui s'appelle Smally aussi. Qui sait ce que c'est que le Smally? Ah, il y en a moins. Alors je ne vais pas vous en montrer parce que c'est pas très lisible. Mais en gros, c'est, on va dire, c'est le code machine lisible de Dalvik. Donc APK-Tool, c'est sympa. Ça nous permet d'avoir du Smally, qu'on pourra aller voir ce qu'il y a dedans. Mais ce n'est pas vraiment satisfaisant le Smally. On va retourner dans notre fichier unzip, clear. Et là, en fait, on a un class.dex. Alors le class.dex, en fait, c'est tout votre code qui est dans un seul fichier, une espèce de grosse classe avec toutes les variables de vous pour des raisons d'optimisation de place. Et donc le code, en fait, de votre application est là-dedans. Et il y a un magnifique petit outil qui s'appelle dex2jar qui va transformer ce dex en jar. Donc c'est un peu long. Donc maintenant qu'on se retrouve avec un jar, là il y a plein d'outils en Java pour décompiler un jar et retrouver du code Java. Moi j'en utilise un qui n'est pas le meilleur, mais les autres sont payants et j'aime pas payer. Et on va essayer de récupérer le code Java. Donc c'est pareil, hein, il n'y a pas grand chose à faire. Il suffit juste de lui filer le jar. Hop. Donc j'ai lancé JD JUI. Donc c'est Java Decompiler Graphic User Interface. Et là on se retrouve en fait avec du code Java. Donc, bon, j'espère que vous voyez, parce que l'interface est ignoble. On peut exporter en source aussi. Bon là on va voir qu'il y a, il y a des choses, hein, Android annotation, support, donc on voit que j'utilise. On va le voir dans Adblock, et là par exemple, si j'ouvre, bon, j'ai du code Java qui est assez lisible. Donc ça c'est intéressant. Maintenant, où est-ce qu'on voulait, nous ce qu'on voulait savoir, c'était comment est-ce que Adblock fait pour se mettre en proxy HTTP. Donc moi je vais tricher parce que je sais où c'est, mais bon, vous pouvez fouiller. Et normalement,
normalement, là, on a un fichier qui s'appelle proxy setting. Et donc, si on regarde proxy setting, c'est ici qu'il va setter. Et là, on a un set connection proxy. Alors, vous voyez un magnifique error, parce que mon décompilateur Java n'est pas très fort, et donc il n'a pas réussi à décompiler ça. Mais vous avez des outils qui le feront bien. Je savais que ça n'allait pas marcher, hein. Ne vous inquiétez pas. C'est pas très grave, parce que là, c'était pour vous montrer qu'on pouvait faire du code Java. Du code Java, vous en trouverez partout, hein. Il y a juste quelques méthodes un peu tricky qui ne fonctionnent pas. Je pense qu'avec un autre décompilateur, ça aurait pu marcher. Là, ça n'a pas marché. C'est pas grave, on va aller voir du Smally, désolé. C'est pour vous montrer qu'en fait, le Smally, qui est, on va dire, un code qui est facilement recompilable derrière, en fait, c'est aussi lisible. Un peu moins lisible que du Java, mais on s'y retrouvera. Donc là, pour ceux qui n'ont pas vu, je vais juste ouvrir Proxy Settings. Donc cette fois-ci, le point Smally. Donc voilà, c'est moche. Ça ne nous parle pas trop, mais au final, si vous faites l'effort, c'est pas très compliqué à comprendre. Par exemple, là, on voit qu'on a une méthode qui est publique, statique, qui s'appelle getActiveLinkProperty, qui prend en paramètre un Connectivity Manager, qui retourne un objet. Donc c'est quand même lisible. Ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que vous avez les références des lignes qui sont dans le Smally. On verra plus tard que c'est intéressant. Donc moi, ça s'appelait setConnectionProxy. Voilà, setConnectionProxy. Donc c'est dans cette méthode-là que AdBlock set son proxy. Donc on voit que c'est une méthode qui prend un contexte, un host, un port et une liste d'exclude, enfin une liste de string. Donc globalement, je pense que c'est ce qu'on cherchait. Bon, on va regarder vite fait, mais ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, il fait de la réflexion. Donc là, on voit qu'il y a Java Long Reflect Method, il récupère getActiveLink, blablabla. On ne va pas tout lire le Smally, mais si on descend un peu, là, voilà, on voit qu'il y a un set HTTP proxy failure. Et en fait, on va voir que, voilà, sur l'objet proxy properties, il appelle une méthode qui s'appelle set HTTP proxy, qui est définie là. Bon. Bref, là, maintenant, on sait qu'en fait, il fait de la réflexion sur un objet qui s'appelle AndroidNet Proxy Properties. Donc, on peut aller voir dans le framework Android ce que c'est, comment on l'appelle et tout ça. Et donc, du coup, là, on a récupéré un hack qu'eux avaient trouvé pour faire ça, que nous, on peut réutiliser dans notre application. Donc là, c'est un hack qu'on aurait pu trouver en lisant le code d'Android. Mais si c'est votre application qui fait quelque chose de très spécifique, de la même manière, on aurait pu récupérer votre code pour voir comment vous faites. Et ensuite, nous, l'utiliser ensuite à d'autres fins. Alors, il y avait une manière plus simple de récupérer ce bout de code de AdBlock. Est-ce que quelqu'un le connaît? Voilà, GitHub, c'est open source. Mais bon, c'était pas marrant. Donc, c'était juste pour vous montrer que là, on est en fait, AdBlock, c'est quand même sa grosse spécialité, c'était pouvoir se mettre en proxy HTTP. Sans ça, ça ne sert pas à grand-chose. Et du coup, en fait, on allait voler, en fait, on a retrouvé, ce qui fait que c'était une application cool. Donc, si votre application est cool et que ça tient un bout de code, ça peut être récupéré. Donc voilà pour la démo. Merci Yael. Mais reste pas loin parce que j'en fais plein des démos. Donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'on pouvait extraire des APK d'un device assez facilement. Donc si vous ne le protégez pas via les solutions du market, c'est très facile à le récupérer. On peut récupérer quelques ressources juste en installant le SDK. Avec APK Tool, on peut récupérer toutes les ressources. On peut même repackager derrière. On récupère le code Smally, qui est déjà une information assez intéressante. Merci. Et avec des outils, bon là j'ai utilisé Dex2Jar et Java Decompiler, on retrouve même le code Java. Donc après, des décompilateurs, il y en a des plus performants, des plus chers. Donc après, c'est une histoire de sous. Là, le code n'était pas terrible, même des fois ça ne marche pas, mais je suis sûr qu'avec d'autres, ça marche. Donc comment, nous en tant que développeurs, on va pouvoir se battre contre le côté obscur? J'ai fait des allusions à Star Wars pas mal. Donc ça, c'est un Yoda Android, pour ceux qui n'avaient pas reconnu. Donc on va voir, la meilleure arme qu'on a, c'est l'obfuscation. Donc voilà comment protéger vos soupes. Donc comme je vous l'ai dit, il y a le forward locking, qui fait que votre APK va se mettre dans MTASEC et du coup ne va pas être word readable.
C'est une petite protection, hein, parce que si quelqu'un est root, il récupère quand même votre APK. Mais bon, déjà, c'est déjà une première étape. Il y a l'obfuscation, qui, sur Android, on a de base ProGuard, qui fait ça très bien, et qui en plus doit faire un petit peu d'optimisation. Alors, il y a d'autres méthodes, je vais vous en parler, mais je ne vais pas vous les conseiller. Il y a d'encrypter votre DEX, ça vous permet de chiffrer, donc personne ne peut déchiffrer sauf vous, mais il faut jouer avec les class loaders, il faut faire plein de trucs. Je ne vous conseille pas, c'est pas forcément optimal. Enfin, ça va ralentir votre application en plus. Alors là, j'ai jamais vu, mais en fait, il y a des applications qui sont packagées avec un APT qui a été modifié. Du coup, APK Tool ne marche pas, puisque ce n'est pas reverse engineering, cet APT modifié. Donc ça s'appelle des Magic APK. Ça existe, j'en ai jamais vu, mais il faut le savoir. Ou alors de mettre de la logique sur le serveur ou ce genre de choses. Mais moi, je ne vous conseille pas ça. Si vous voulez protéger vos sources, l'obfuscation, c'est déjà pas mal. Après, si vous avez quelqu'un de motivé qui vous en veut, autant vous dire que c'est pas gagné. Yann. Donc là, je vais vous faire une petite démo de ProGuard pour vous montrer que c'est pas très compliqué à utiliser. En tout cas, à mettre en place. Clear. Donc là, j'ai récupéré une application. Désolé. J'ai récupéré une application qui est un sample de Google qui s'appelle JetBoy. Et bon bah, on va le compiler. Donc c'est très bien. Donc on va le compiler, on va aller voir ce qu'il y a dedans. Et on va voir que bah, effectivement, on a le code qui peut être récupéré. Donc pareil, hein, on va faire du APK tool de l'APK. Donc là, j'ai fait APK tool sur l'APK que je viens de builder. Si je regarde ce qu'il y a dans le Smally, je vois que j'ai mes classes. J'ai JetBoyView qui est là, j'ai explosion.smally. Donc là, j'ai mon code comme il est et je pourrais le décompiler et je pourrais le modifier, enfin, je pourrais le récupérer, quoi. Donc là, on va mettre ProGuard. ProGuard, il va censé obfusquer. Alors, je vais clean d'abord. Si je n'ai pas confiance. Donc, alors, ProGuard, c'est simple. Déjà, on a un ProGuard-projet.txt. Qui utilise ProGuard? Bon. Désolé, je vais vous montrer comment utiliser ProGuard. Mais bon, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sera toujours ça d'appris. Donc, ProGuard, on a un fichier ProGuard-projet.txt qui, si on le lit, mais on ne va pas trop le lire, vous explique qu'il faut configurer 2-3 trucs, notamment pour lui dire de ne pas virer des classes, enfin ce genre de choses. C'est ici que vous configurez ProGuard. Et si on regarde là, pour l'activer, il faut aller dans project.properties. Donc très bien, on va dans project.properties. Et là, on a aussi un truc qui dit, pour activer ProGuard, pour faire des trucs d'obfuscation, il faut décommenter ça. Ben, on va décommenter ça. Alors là, il y a un caractère. Là, il y a un caractère en moins, et j'ai obfusqué mon code. Donc c'est très simple à utiliser. Enfin, après, sûrement, dans votre application, il va falloir faire quand même le configurer un petit peu, ça ne va pas être aussi simple. Mais on va dire que ce n'est pas très compliqué. Donc je rebuild mon APK. Donc là, il compile, et là, on voit qu'il passe du ProGuard. Là, il fait du ProGuard, donc il fait des trucs, on ne sait pas trop ce qu'il fait, mais... Donc ProGuard, il y a déjà un fichier de configuration sur Android, donc il ne va pas aller renormer vos activities si vous en avez besoin, ou ce genre de choses qui sont notamment définies dans le manifeste. Donc je retourne voir le binaire. Ça n'a pas marché. Donc je vais redépackager mon binaire. Hop. J'oublie un D pour decrypt. JetBoy. Et donc là, si je fais un find sur le Smally, voilà. Donc là, mon code s'appelle A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a obfusqué le code. Et en fait, la lisibilité de votre code, c'est la valeur de votre code. C'est-à-dire, si vous travaillez et que vous faites du code dégueulasse, mais que vous ne faites pas, évidemment,
Si c'est illisible, que personne ne peut lire, personne ne reprendre, vos codes, il ne vaut pas grand-chose. Et là, mon code, il ne vaut pas grand-chose parce qu'il est offusqué, et donc volontairement, il est illisible. Et du coup, quelqu'un qui voudrait le récupérer, bah, déjà, ça lui met des bâtons dans les roues. Ça ne va pas l'empêcher de comprendre comment ça marche, ni même d'essayer de le retranscrire, on va dire. Mais au moins, déjà, vous mettez des barrières et vous protégez un petit peu ce qui fait votre force, c'est d'avoir codé des trucs, quoi. Donc voilà, donc ProGuard, c'est très simple, n'hésitez pas à le mettre en place si vous avez besoin de protéger vos sources. Et ça, merci Yael. Et ça, c'est aussi assez important, c'est qu'il ne faut pas protéger vos sources si vous n'en avez pas le besoin. C'est pas nécessaire de le faire systématiquement. Il faut que vous ayez une bonne raison de le faire pour le faire. Et surtout, gardez en tête que de toute façon, si quelqu'un est motivé et qu'il veut hacker votre application, s'il a les ressources, il y arrivera. Ouais, alors, je ne parle pas trop du côté optimisation de ProGuard, mais évidemment, il y a des optimisations qui sont intéressantes. Après, vous pouvez utiliser les optimisations sans utiliser l'obfuscation, je pense. Mais le côté obfuscation, il faut vraiment l'utiliser si vous en avez vraiment besoin. Parce que ça va vous poser des contraintes dans votre développement, il va falloir, quand on va vous envoyer une stack trace, il va falloir la décrypter. Et tout le monde n'a pas besoin de protéger ses sources non plus. Donc après, c'est à vous de voir selon les contraintes de votre projet. C'est Chewbacca. Donc comment ces outils pourraient être utilisés par nous, développeurs? Moi, dans mon expérience professionnelle, ça m'est arrivé de les utiliser pour comprendre des choses. Notamment, alors ça peut vous permettre de voir que votre code est bien à jour dans l'APK que vous avez buildé ou vérifier que ça a été obfusqué. Ça m'a permis aussi de voir qu'il y avait des problèmes dans notre système de build, parce que ça ne buildait pas comme on voulait, ça utilisait les mauvaises classes, et on ne comprenait pas, et en allant voir, on voyait que oui, ça utilisait la mauvaise classe, du coup on a fixé notre système de build. Donc ça peut vous permettre de vérifier vos builds. Après, il y a un autre truc qui est sympa, c'est qu'en fait, on peut faire la même chose sur les frameworks des devices. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aller décompiler les frameworks. On va pouvoir aller voir pourquoi ligne 357 sur activity.java de Samsung ça pète. Et ouais, alors moi ça m'a aidé une fois parce que j'avais un NPE, parce qu'on utilisait des trucs privés qu'on n'avait pas le droit d'utiliser, mais ça pétait sur Samsung, ça me faisait un NPE, donc je ne savais pas trop pourquoi, et en allant décompiler le code du framework de Samsung, j'ai vu qu'en fait il y avait un objet que je n'initialisais pas parce qu'ils avaient modifié des choses. Et du coup, on a pu le fixer comme ça. Ça peut vous permettre aussi de voir les API privés des constructeurs. Donc ça, c'est vraiment si vous voulez, par exemple, sur le dernier S4, utiliser le truc infrarouge ou ce genre de choses, vous pouvez aller voir s'il n'y a pas des API et du coup, après, les utiliser vous-même. Et des API, il y en a beaucoup. Ils modifient beaucoup de choses. Un petit exemple. Qui connaît la classe intent? Elle est modifiée par tous les constructeurs, notamment sur HTC. Elle hérite de HTC Intent. Et notamment, on peut dire que Samsung aussi modifie des choses, et selon les versions, on ne modifie pas de la même façon. Ils sont très invasifs dans le framework, il y a plein d'API, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder. Et c'est un business, parce qu'il y a des sociétés qui se montent et qui font payer des compilers Android. Alors officiellement pour que vous puissiez regarder dans votre binaire, officieusement pour que vous puissiez hacker les binaires des autres. Donc ça coûte cher en plus, 1000 $. Il y a un autre site par exemple que j'ai mis, c'est Dexter. Celui-là aussi il est sympa, c'est que en fait, vous uploadez votre APK et il est analysé sur le serveur de Dexter. Donc je vous conseille de ne pas l'utiliser, n'envoyez pas vos APK pour faire analyser par les autres. Alors j'ai mis un lien là où vous allez pouvoir trouver pas mal de trucs pour décompiler de l'Android, mais aussi pour décompiler du Java. Donc vous aurez les slides, donc ne vous inquiétez pas, vous pourrez cliquer sur le lien sur un PC, c'est mieux que le noter. Donc c'est un business, la décompilation. Donc si on peut conclure, il faut protéger votre code si c'est nécessaire, parce que en Java, on va dire que Java c'est open source, votre code aussi est open source en Java.
Elle n'est pas de moi, celle-là. Vous pouvez utiliser ces outils sur vos propres APK si vous en avez besoin. Je dis n'hésitez pas, mais oui, vous pouvez hésiter, mais allez voir le code des devices ou des frameworks si ça vous intéresse, si vous avez des problèmes particuliers sur un device, allez voir ce qui se passe pour essayer de comprendre comment contourner. Et alors après, c'est plus une recommandation, c'est ne vous battez pas contre les hackers et en faisant subir des conséquences à vos utilisateurs. C'est-à-dire notamment les choses du style je peux pas lancer mon appli si j'ai pas internet parce qu'il faut que j'aille vérifier et tout. Ça ne va pas gêner les hackers, ça va juste gêner vos utilisateurs. Donc, alors que l'obfuscation, ça ne gênera que les hackers, l'utilisateur il s'en fout. Et le fait que ce soit dans MTSec, enfin, vous protégez votre APK en copie et ça ne dérange pas l'utilisateur. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions Ouais, alors moi je parle pas trop, je vais dire plutôt comment on va sécuriser son code pour ne pas se faire voler. Après effectivement il y a beaucoup d'autres problématiques, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va cacher un secret dans une application, comment est-ce qu'on va protéger ses connexions réseau. Ça effectivement j'en parle pas, parce que je pense que ça mériterait des confs de plus d'une heure en soi quand même. Donc j'ai pas de réponse précise à donner sur le sujet. Quelle est la politique de Google pour une application qui utiliserait on va dire des méthodes privées d'une API? Est-ce que c'est autorisé? Est-ce que notre application peut se faire piquer du Play Store? Alors, ah oui, pardon. Alors la question c'était est-ce qu'en utilisant une API privée, on peut se faire virer du Play Store? J'ai pas de mémoire de ce genre de choses. Par contre, alors Adblock c'est différent, c'est parce qu'ils se mettaient en tant que proxy. C'est pas top quoi. Enfin, c'est déjà pas top que n'importe quelle application peut se mettre en tant que proxy. Adblock, à mon avis, c'était plus politique qu'autre chose, parce que tu peux tout à fait utiliser des API privées. Il y a des applications qui utilisent des API privées juste de constructeurs, donc elles sont sur le store, elles ne se font pas virer. Après, Google, si ton application a fait des trucs qu'il ne veut pas qu'il fasse, elle te virera, quoi. Genre virer Adblock, c'était logique, hein, mais la vraie logique, ça aurait été de corriger la faille de sécurité qui était derrière. Donc non, j'ai pas souvenir de ça. Par contre, sur iOS, ouais, tu te fais virer si tu utilises des API privées. Non, mais c'est effectivement, donc, le créateur de Proguard travaille sur DexGuard, qui est justement des optimisations sur Android pour aller un peu plus loin, mais qui est une solution payante. Non, je n'ai jamais utilisé. Non, là-dessus, l'obfuscation ne te sauvera pas. Voilà, faut aller sur des... Enfin, ProGuard, en tout cas, le fait pas. Donc peut-être que DexGuard le fait, ouais. Tu peux trouver après des combines, mais de toute façon, une string dans le code sera facilement retrouvable. Ah. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on pourrait rendre une méthode pas décompilable par un compilateur? Je n'ai pas de réponse. La meilleure chose à faire, si tu veux vraiment pas que ta méthode se fasse décompiler, c'est que tu la fais en C. Là, tu es sûr que tu auras moins de problèmes. Mais non, après, il faudrait analyser pourquoi cette méthode, le décompilateur, il n'arrive pas à la décompiler. Mais je pense que c'est du hasard, quoi. C'est fait à des choses. Peut-être qu'il y a un pattern. Il faut le trouver, quoi. Après, ça dépend du décompilateur aussi. Donc, ouais. Ouais, alors j'ai vu ça rapidement, j'ai pas testé, mais globalement, en fait, après ce que j'ai compris, c'est que la signature, elle se fait que sur le code. Donc, si tu modifies les ressources, tu gardes ton APK d'origine, enfin, tu mets tes ressources dedans,
et tu gardes la signature. Je n'ai pas testé, donc j'ai juste vu un article là-dessus. Ouais, voilà. Voilà, ça. Ouais, pour le natif, ça devrait être pareil. Du coup. L'utilité pour pouvoir garder la même signature, bah, elle est multiple. C'est-à-dire que, par exemple, si demain, mon client Twitter, Plume, il fait une update et que je ne la fais pas, mais que quelqu'un modifie l'APK avec des trucs, je peux l'installer par-dessus mon client officiel. Donc, bon, l'utilité, elle est pas énorme, hein, mais c'est quand même pas très sympa d'avoir des APK que tu ne maîtrises pas contre ta signature qui peuvent se trimballer dans la nature. Alors, d'après ce que j'ai compris, on ne peut pas changer le code, enfin on ne peut pas changer le DEX. Mais... Donc, faut voir. Mais ouais, de toute façon, garder la signature, quelle que soit la modification, c'est pas attendu. Bah, parce qu'en situation de mobilité, le serveur n'est pas forcément accessible. Donc ça peut être compliqué. Genre si j'utilise mon téléphone dans le métro, s'il faut que j'aille télécharger un bout de code pour l'exécuter sur mon téléphone, ça ne marche pas. Si je pouvais faire des trucs sur mon device, mais qu'en fait je vais questionner une API, c'est embêtant. Je ne le conseille pas parce que, enfin ça dépend évidemment de quelle est la problématique. Mais alors mettre du code sur le réseau pour aller l'exécuter en local, surtout si on peut intercepter les connexions, c'est pas top. Donc je conseille de laisser le maximum de logique sur le device. Sauf si vraiment vous voulez protéger des choses, là vous mettez sur le serveur et vous faites des API pour aller exécuter votre code que vous maîtrisez l'environnement d'exécution. De toute façon, la sécurité, c'est un domaine très vaste. Hein. On pourrait investir sur tous les aspects de manière quasiment infinie. Il faut juste bien pondérer quelles est vos priorités, quelle est la valeur des données que vous avez ou de votre code, et de prendre les mesures en conséquence. Déjà rien que pour les stack traces qui veulent rien dire, même s'il y a moyen de les retrouver derrière. Ah, mais c'est des contraintes qu'on s'impose, donc plus tu vas essayer de compliquer la vie à un pirate, plus aussi tu vas te compliquer un peu la vie et compliquer un peu la vie de tes utilisateurs. Donc après, il faut mesurer le pour et le contre. Après, le contre n'est pas énorme, mais il y en a quand même. Après, ça dépend. Non, mais une fois que vous avez fait toute la conf, que vous avez votre système qui récupère tout, effectivement, il n'y a plus d'inconvénients. Alors, une fois que tout est automatisé, effectivement, on élimine les inconvénients, mais il y a quand même cette phase d'automatisation qu'il faut faire. Surtout si vous faites beaucoup de builds un peu différents, il faut garder toutes les confs de partout. Enfin, ça peut être compliqué. Web. Bah, déjà, par définition, il me semble que JavaScript, c'est open source. Sinon, on ne pourrait pas l'exécuter. Il faut offusquer votre JavaScript, quoi. Il me semble qu'il y a des programmes qui font ça. C'est, à mon avis, la seule méthode. Je pense même que dans les solutions que vous avez citées, il doit y avoir des moyens de offusquer votre JavaScript.
Bah, moi non plus, j'ai pas eu de news depuis. Et ouais, effectivement, bah, ça n'avait pas trop marché quand ils l'ont lancé. Ça avait causé plus de problèmes qu'autre chose. Donc, encore une preuve qu'il faut faire attention quand vous sécurisez, c'est que ça peut causer des problèmes. Enfin, vous pouvez causer des problèmes à côté. Non, pas de news là-dessus. Je ne sais pas s'ils vont bouger là-dessus. On verra bien à l'avenir. Bah, merci. Et ça, c'est mon compte Twitter. J'étais plus vite que prévu là. Juste un petit truc, tu te demandais à quoi ça pouvait servir de modifier des ressources dans des APK. Ouais. Ça a été grandement utilisé et il me semble que ça l'est encore par XDA Forum par exemple pour customiser. Oui, voilà, c'est surtout ça. Mais sinon après. Voilà, après il n'y a pas grand-chose. Voilà, ça c'est pas forcément des choses qui toi en tant que développeur te font chier. C'est-à-dire le mec il veut avoir ton appli en blanc avec en espagnol, bon, ça ne dérange pas qu'il fasse ça. Et tu peux pas faire grand-chose, dire on va vraiment d'offensif sur l'utilisateur. Mais ouais, c'est la seule utilisation. Ouais, c'est. C'est bien qu'on puisse le faire. Ah ouais, non, mais c'est bien. Je connais des gens qui protègent pas ça justement parce qu'ils sont contents que leur utilisateur ils puissent customiser un peu comme ils veulent en faisant l'effort. Salut.